Tendance première. 10h, 11h30. La microfinance se porte plutôt bien en Belgique, merci pour elle, et pourrait d'ailleurs être une solution pour pas mal d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui ne trouvent pas forcément crédit auprès de leur banque et veulent se lancer dans des projets en n'ayant pas forcément besoin d'un gros apport financier de départ. Microstart est l'une de ces entreprises qui accompagne ces entrepreneurs et octroie des microcrédits en Belgique. Ils viennent de publier leur dernier rapport d'activité et leur dernière aussi étude qu'ils ont commandée. Et de cette étude, eh bien, il ressort qu'aujourd'hui, 70% des entrepreneurs qui ont été accompagnés par Microstart sont toujours en activité après 2 ans. Et c'est plutôt une bonne nouvelle dans un climat où l'on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait beaucoup plus de difficultés dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vrai qu'on l'annonce depuis quelque temps, que cet entrepreneuriat risque de trembler un petit peu par rapport aux conséquences de la pandémie. Et pourtant, il semble qu'effectivement, ça tienne bon. On va en parler aujourd'hui de la microfinance pour essayer de comprendre qui peut en bénéficier, quel est l'impact de la microfinance et quel impact peut-elle avoir en Europe et en Belgique avec David Taquin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes Chief Development chez Microstart, qui est un des organismes les plus importants en Belgique, on peut le dire, de microcrédit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes la seule institution à être active partout sur le pays. Parce qu'il faut une accréditation, ça on va peut-être l'expliquer. Pas du tout. En fait, il y a un espèce de vide juridique en Belgique par rapport à la microfinance professionnelle, et donc il n'y a pas de réglementation, ce qui nous permet d'un côté de pouvoir financer ce que les banques n'arrivent pas à financer. Oui. D'un autre, ça a aussi des inconvénients, puisqu'on n'a pas accès à des mécanismes de garantie, par exemple, ou à des sources de financement autres. Donc voilà, donc pour l'instant il y a un vide juridique. Oui. On est en train de discuter avec le gouvernement pour qu'il y ait une réglementation, mais propre à la microfinance, pour qu'elle soit sociale et pas dans la réglementation bancaire qui est assez stricte. Qui est en discussion, mais qui explique aussi peut-être que certains entrepreneurs se disent mais moi j'ai eu un microcrédit par quelqu'un d'autre, mais c'est souvent des entreprises ou des fonds qui passent par vous pour octroyer certains microcrédits. On y reviendra dans le courant, mais c'est vrai que le dernier rapport et la dernière étude que vous avez commandée est plutôt positive dans ses résultats. En tout cas, on ne s'attendait peut-être pas à avoir des résultats aussi bons dans certains domaines. Et c'est vrai que savoir que 70% de ces entrepreneurs qui sont toujours là après 2 ans, et 2 ans, on est donc en pleine pandémie quasiment lorsqu'ils se lancent, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est une très très bonne nouvelle. Donc c'est une étude qu'on fait tous les 3 ans, et donc on reste stable par rapport à ces résultats-là. Donc on est un petit peu moins bon qu'il y a 3 ans, mais voilà, on a ajouté la partie Covid pour voir un peu comment ils ont été impactés. Oui. Et donc ce qui explique la baisse légère, donc on passe de 75 de taux de réussite à 70, mais ça reste très bon par rapport à la pandémie. Surtout qu'on est aussi sur un taux d'insertion dans l'emploi, donc c'est-à-dire qu'on regarde aussi est-ce qu'ils sont en situation d'emploi ou est-ce qu'ils sont encore entrepreneurs, et là on est à 82%, donc en fait, alors qu'avant on était à 84%. Donc en fait la pandémie finalement a pu être plus ou moins limitée. Ouais, en situation d'emploi, ça veut dire qu'ils s'octroient un salaire, c'est ça ? En situation d'emploi, donc ça veut dire qu'ils sont soit indépendants, donc effectivement ils s'octroient un salaire via leur activité, soit qu'ils ont un CDI. D'accord. Et en plus de cela, on a un beau résultat aussi qui reste plutôt stable par rapport aux autres années, mais qui montre quand même qu'il y a justement ce phénomène de stabilité. Donc on maintient les choses malgré la crise. Certains de ces employeurs arrivent à engager et à pouvoir avoir des employés. Tout à fait, donc ils créent en moyenne 1,6 emplois, donc ce qui est exactement le même nombre d'emplois qu'il y a 3 ans, donc c'est très encourageant malgré la situation. Et il y a aussi plus d'un quart d'entre eux qui envisagent d'encore embaucher dans les 12 prochains mois, donc c'est très encourageant. On va revenir évidemment aussi sur les résultats, mais la Belgique n'est pas le seul à pratiquer la microfinance. Caroline Tsilikoudens, bonjour. Bonjour. Vous êtes General Manager du réseau européen de la microfinance. C'est quoi ce réseau qui existe depuis un petit moment déjà maintenant ? Oui, ça fait presque 20 ans qu'il existe en fait. Ce réseau, c'est un conglomérat, si on peut dire, une ONG, tout d'abord, mais ça regroupe tous les opérateurs de l'Union européenne, en principe, mais aussi des pays candidats, donc c'est plus grand que les 27. Et actuellement, on a plus de 90 membres. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'aider les opérateurs comme Microstart à augmenter leurs résultats et à approcher plus de clients pour avoir de meilleurs résultats et avoir plus d'impact, justement.
justement. Donc pour nous, l'impact est absolument essentiel. On se voit comme une association, comme un mouvement associatif, et donc on reçoit des subsides, surtout de l'Union européenne, pour aider à faire grandir les institutions, en fait, selon leurs besoins. C'est quoi alors finalement la microfinance? Ça s'octroie à qui? À quel genre de projet? La microfinance, comme nous on l'entend, c'est tout ce qui est en dessous de 25 000 euros. Donc on a besoin de moins de 25 000 euros pour lancer un projet. Les banques disent non. C'est ça. Et on vient vous voir. Donc la microfinance, ce qui est important aussi, c'est le rôle social qu'elle joue. Donc c'est-à-dire que si on prend la définition de l'Union européenne, ça s'arrête à juste tout ce qui est en dessous de 25 000 euros. Donc même une banque qui ferait un prêt personnel en dessous de 25 000 euros, ce serait un microcrédit. Mais là où c'est important, c'est le caractère social de la chose, puisque l'analyse du dossier n'est pas du tout la même. On va se concentrer sur la personne et pas uniquement sur des chiffres et des éléments très, on va dire, objectifs. Et donc voilà, donc la microfinance, en tout cas en Belgique, c'est ce qui va en dessous de 25 000 euros avec un rôle social et un impact social derrière. Après, il y a des pays, ça dépend vraiment des pays. Donc, on a des pays où ça s'arrête à 10 000 euros. On a même des membres qui ont qui offrent des crédits de 2 000 euros. Ça dépend vraiment après du niveau du pays, en réalité. Mais souvent, la visée sociale dont parlait David, elle est présente partout dans l'esprit des organismes de microfinance. On fait le réseau européen de microfinance, on fait une étude tous les 2 ans, qui maintenant on va faire tous les ans, qui nous permet d'avoir les statistiques de tous les membres. Oui. Et c'est très, très poussé. Et on voit qu'il y a plus de 91% des membres qui mettent la mission sociale comme objectif essentiel. C'est leur ADN. Donc c'est pour nous, c'est notre raison d'être, absolument. Et quel genre de projet, alors très concrètement, est soutenu par la microfinance? Puisque vous dites qu'il y a une portée sociale, il y a une réflexion sociale, donc ça veut dire que vous aidez quel type d'entrepreneur ou entrepreneuse? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on travaille avec l'économie réelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le commerce de proximité, avec tout ce qui est service à la personne, donc comme les coiffeurs, les salons d'esthétique, tout ce qui est lié à l'ORECA, au bâtiment, au transport, qui sont d'ailleurs des secteurs un peu tabous pour la banque, surtout quand on est starter. Donc, c'est un peu compliqué de trouver un financement dans ces secteurs-là. Donc, tout ce qui est commerce au sens large. Donc vraiment, voilà, le petit commerçant qui est dans votre quartier, c'est un commerçant, c'est un porteur de projet potentiel pour Microstart et la microfinance au sens large. On va d'ailleurs voir ces exemples à travers le reportage de Nathalie Stas. Elle est allée à la rencontre de Ons Bouslama pour sa boutique Medina Fairlab. C'est une boutique éphémère pour l'instant d'artisanat tunisien. Elle a un parcours aussi qui l'a mené et qui montre justement que ce n'est pas forcément au démarrage de l'entreprise qu'on a besoin d'un crédit. C'est parfois une fois que l'entreprise est lancée ou au lancement. Il y a donc bien différentes méthodes et bien différentes raisons aussi de faire appel au microfinancement. En voici un exemple donc avec Ons Bouslama et sa boutique Medina Fairlab. Donc je m'appelle Ons, j'ai 28 ans, j'ai un master en sciences politiques à l'ULB et après 2 expériences professionnelles bien que super enrichissantes. J'étais un peu en quête de sens, j'avais envie d'enfin faire un truc pour moi mais qui fasse aussi du bien aux autres parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et c'est comme ça qu'est né le projet Medina Fairlab, donc d'artisanat, de commerce équitable de l'artisanat tunisien, parce que je suis belgo-tunisienne et que quand j'étais petite je faisais énormément d'artisanat au bled et c'est comme ça que j'ai eu cette fibre pour l'artisanat et puis aussi pour le commerce équitable parce que l'artisanat tunisien, effectivement, en a besoin. Après la révolution, mais dans le Covid, les artisans sont dans le besoin, en recherche d'un marché extérieur. Et si je peux l'apporter, en plus dans mon pays où je suis née, c'est encore mieux. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a plein d'organismes qui peuvent aider. Donc, je me suis d'abord inscrite au Start Lab, donc qui est une formation un peu accélérée sur l'entrepreneuriat et du coup là je me suis plongée dans un univers que je connaissais pas du tout parce que moi à la base je suis une littéraire donc c'était pas du tout mon domaine et là j'ai eu plein de workshops sur que ce soit sur la finance mais aussi aller à la rencontre de son client, faire un minimum viable product, enfin voilà, faire des prototypes, avancer étape par étape et du coup j'ai été bien entourée. Je me suis aussi beaucoup intéressée sur les aides qu'on pouvait avoir aussi quand on se lançait seul. Du coup je suis passée par le Start Lab puis ensuite par Job Yourself puis Microstart. Comme j'avais passé tout simplement un jury qui s'appelle Pop-up de l'Héberge Espagnol. Donc, ce sont des incubateurs commerciaux qui permettent de tester son projet dans un pop-up, donc dans un local. Ce qui est génial parce que du coup, on peut aller à la rencontre du client, on peut voir ce qui marche en termes de produits, on peut vraiment tester à fond le projet. Et du coup, quand j'ai passé jury, je l'ai eu, j'ai eu trop de chance. Et ensuite, je me suis dit, il faut que j'assume des stocks, il faut que j'assume le loyer de la boutique, il faut que j'assume la communication
communication. Et pour ça, j'ai vite fait le calcul, j'avais pas assez de liquidité. Du coup, je me suis tournée effectivement vers MicroStart pour justement pouvoir, en tout cas, ne pas me mettre des freins et quand même continuer mon projet, même si à l'instant T, j'avais pas l'argent pour. Alors, comment ça s'est passé, les premières rencontres avec les conseillers MicroStart? Du coup, oui, c'est sur base d'un dossier. Tu arrives devant effectivement un conseiller qui te dit, voilà, tu as besoin d'un plan financier, tu as besoin des justificatifs de ton projet, tu as besoin aussi de dire à quoi va être utilisé ce microcrédit. Ensuite, si tu le souhaites aussi, tu peux être coaché pour ton plan financier. Et c'est ce que j'ai fait parce que moi, je suis pas du tout dans la finance à la base, avec un expert du coup de MicroStart qui lui donne un avis favorable ou pas selon le projet et selon le coaching, comment ça s'est passé. Dans mon cas, j'ai eu un avis favorable. D'une part, ça te rassure toi-même sur ton projet et sa viabilité, et d'autre part, du coup, ça permet aussi au jury de MicroStart, qui est à mon avis composé d'investisseurs, de pouvoir aussi prendre leurs décisions en étant appuyé par un plan financier qui tient la route, en tout cas sur plusieurs mois. Et maintenant que tu testes ton projet dans une vraie boutique physique, qu'est-ce que tu penses? C'est viable? Oui, je pense qu'on a bien, que moi et l'expert, on a bien estimé notre plan. Enfin, quand je compare en tout cas mon plan financier hypothétique et la réalité du terrain, on n'était pas loin. Donc ça, c'était super positif. Et je regrette pas une seule seconde parce que effectivement, mon crédit s'est résorbé assez vite. C'est hyper positif. Tes ambitions pour la suite, ça serait quoi? Alors, il y a plusieurs voies que je suis occupée de prendre. Du coup, c'est la voie du online. Donc, j'aimerais proposer un e-shop du commerce équitable, de l'artisanat en ligne, mais aussi continuer un peu à vivre en tout cas, occuper des occupations éphémères, comme ici le tri postal. Du coup, je trouve que ça hyper intéressant d'occuper des lieux qui sont enfermés pendant des années, dans lesquels il n'y a pas de vie. Là, typiquement, ici, dans le cas de l'avenue Fonzeny, j'ai plein de clients qui me disent oui, ça ramène un peu de lumière au quartier, ça donne envie de flâner dans la rue, alors que c'était une rue où il s'est passé rien, donc on flânait pas forcément. Donc c'est hyper positif. Et puis c'est hyper avantageux quand tu te lances au départ au niveau des loyers, etc. Une occupation éphémère permet des loyers plus réduits, de vivre en communauté, d'avoir un réseau. Donc ça, c'est super cool. Et pourquoi pas aussi trouver des petits partenariats avec des designers ou d'autres boutiques de décoration d'intérieur qui valorisent l'artisanat du monde. Elle est dynamique, hein. Ça fout la patate. Elle a un joli projet. On va la retrouver dans un instant, bien sûr. On va retrouver nos invités aussi et continuer à parler de microfinance, répondre également à vos questions comme celle d'Alexandra qui nous est arrivée par SMS. En activité complémentaire à ma petite pension et après avoir suivi une formation d'1 an, je projette d'ouvrir mon salon de massage. Ai-je droit à un coup de pouce type microfinance? Eh bien, on en parle juste après ceci. Avec David Taquin de MicroStart et Caroline Tilikounas qui est du réseau européen de la microfinance. On parle de cette microfinance. Est-ce que des projets comme celui qu'on a mentionné dans le SMS d'Alexandra sont des projets qui peuvent être pris en charge par la microfinance? J'imagine que oui, David. Totalement, que ce soit en complémentaire ou en principal, ou en personne physique ou en société, ça n'a pas d'importance. Et le statut social de la personne, parce que là, si j'ai bien compris, elle est retraitée, elle veut faire une activité complémentaire, c'est totalement possible. On a l'habitude d'avoir ce genre de demande. Parce que j'imagine qu'effectivement, on a beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, ou bien de personnes qui sont bien installées ou qui veulent démarrer, qui se posent pas mal de questions justement sur leur situation sociale actuelle, ou comme veulent redonner du sens à la manière dont ils vont orienter leur vie professionnelle. C'est une opportunité de pouvoir penser parfois à la microfinance et au microcrédit. Dans ce cadre-là, Caroline? Oui. En fait, c'est vrai que le Covid a eu un rôle terrible et désastreux sur plein de vies humaines, sur les enfants, sur les familles. Ça a été l'horreur. En même temps, on voit subitement, on apprend à être plus flexible au niveau des heures de travail. On voit que les gens commencent à penser à l'extérieur du travail salarial purement. Et c'est une opportunité, en fait, pour le microcrédit de prendre une place plus importante dans les sociétés. Et on voit qu'il y a vraiment... On a vu des études de l'OCDE en particulier qui ont montré qu'il y avait un gap encore évalué en Union européenne à 9 millions de personnes qui pourraient devenir des micro-entrepreneurs, en plus de ceux qui sont là. Donc il y a vraiment... Qu'est-ce qui freine alors? Qu'est-ce qui fait que ces 9 millions ne sont pas touchés? Alors les 9 millions, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les jeunes et c'est les femmes. En grande partie. Ah donc, oui.
Donc en fait, on a vu un énorme boost du chiffre des micro-entrepreneurs des hommes, de l'âge surtout, 35, 49 ans, quoi, ou 34, 49 ans. Mais les jeunes et les femmes restent quand même bien plus exclus. Donc ce que font des entreprises comme Microstart, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher les femmes et les jeunes pour lesquels, pourquoi ? Parce que le jonglage à la maison, très clairement, aussi l'accès à la technologie, parce qu'on parle, la cliente là nous a parlé du online, c'est vraiment l'avenir. Donc je pense qu'il y a presque des obstacles qui se font naturellement et que nous on essaye justement de briser avec notre travail. 34% seulement des entrepreneurs aujourd'hui sont des femmes, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Microstart avait participé à une campagne pour promouvoir la microfinance, notamment auprès des femmes, parce que c'est une vraie chance. Et combien vous avez une part à peu près d'hommes et de femmes dans les microcrédits qui ont été octroyés ? Tout à fait. Alors effectivement, ça fait 2 ans qu'on organise en fait la campagne sur l'entrepreneuriat féminin avec le soutien de la Fondation Chanel. Et donc les femmes chez nous représentent 28% des dossiers. Oui. Alors c'est encore une part beaucoup trop faible, parce que surtout que la microfinance à la base a été créée pour les femmes. D'ailleurs, si on regarde sur le niveau mondial, on est à plus de 70% des personnes soutenues par la microfinance sont des femmes, alors qu'en Europe de l'Ouest, on est loin de ce constat-là. Parce que culturellement, il y a toujours ce gap entrepreneuriat égale homme. Je pense qu'il y a un côté mindset, il y a aussi un manque de représentation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de rôle modèle. On a besoin de rôle modèle qui soit représentatif. Et donc, quand on regarde nos entrepreneuses, disons-le comme ça, les rôles modèles ne sont pas toujours représentatifs de celles que nous, on soutient. Donc, c'est-à-dire que si on caricature, on va avoir des femmes qui ont des entreprises très florissantes, qui ont fait des études supérieures très poussées, qui ont un background d'expérience très important, mais ça ne représente pas la majeure partie des entrepreneurs en Belgique. Et donc, effectivement, c'est bien, c'est beau, c'est inspirant, mais les femmes ne se sont pas représentées par ces rôles modèles-là. Il y a aussi un autre levier important de la microfinance, c'est l'aide aux réfugiés ou aux primo-arrivants, qui ont aussi difficilement accès à des crédits bancaires traditionnels, pour des raisons X ou Y, mais qui du coup peuvent trouver à travers la microfinance un moyen de se lancer, de développer l'entreprise qu'ils veulent lancer. Et c'est important aussi de signaler que là, il y a un travail qui est réellement fait aussi par Microstart et par d'autres entreprises. J'imagine qu'en Europe, c'est la même chose. C'est la même chose, et c'est même dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est souvent le préjugé que ça sera plus risqué. Et ce qu'on découvre en réalité, c'est que c'est souvent les réfugiés ou les migrants qui se mettent dans des zones, des secteurs d'activité qu'ils connaissaient déjà et qu'ils avaient dans leur pays d'origine, et qui en réalité sont très souvent extrêmement compétents et pros dans leur travail. Donc on a un taux de succès souvent plus élevé. Moi j'ai été en Ouganda pendant pas mal d'années, et c'était intéressant de travailler avec les réfugiés là-bas parce que les résultats étaient extraordinaires, parce qu'ils ils connaissaient déjà très bien le business. Donc je crois que ça, on essaie aussi de casser ces idées préconçues, et Microstart travaille, ils ont des clients phénoménaux, des clients migrants qui ont des résultats exceptionnels. Comme quoi par exemple? Je confirme, en fait, 65% des personnes soutenues par Microstart sont nées en dehors de l'Union européenne. Donc ça montre bien qu'il y a une culture dans l'entrepreneuriat beaucoup plus présente que chez on va dire les belgo-belges, parce qu'ils ont toujours eux-mêmes dans leur pays d'origine avaient un commerce. La seule barrière, la grosse barrière qu'ils ont ici, c'est le côté administratif, le connaissance de la culture de l'écrit en Belgique, parce qu'en Belgique, on est vraiment dans une culture de l'écrit, alors que la plupart des personnes issues de l'immigration sont plutôt dans une culture de l'oral. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la méthodologie Microstart est intéressante pour eux, parce qu'on a une méthodologie orale, donc c'est-à-dire que comme vous avez entendu Hans, elle n'avait pas nécessairement un plan financier, elle a eu un coach qui l'a aidé à le faire, et donc ils l'ont fait de manière orale, donc c'est-à-dire qu'ils ont posé des questions, ils ont challengé, et on a noté pour elle, et on est arrivé avec un business plan et un plan financier pour avoir sa demande de financement. Et donc cette méthodologie finalement s'adresse très facilement à ce public-là, et effectivement on a des taux de succès assez impressionnants. Vous demandiez un exemple, et je peux donner l'exemple de Sally Ganoum, qui était d'ailleurs venue à la conférence européenne de l'année passée à Bruxelles sur la microfinance, et qui est venue faire le speech d'ouverture, et qui a inspiré tout le monde, parce qu'en fait, c'est une réfugiée syrienne, une femme, qui a lancé un premier restaurant avec son mari, et qui après a lancé un deuxième. Cette année, elle va lancer un troisième encore avec le soutien de Microstart.
et qui a aussi lancé une ASBL sur tout ce qui est culturel au niveau de la Syrie. Donc elle va faire des workshops dans des hautes écoles, etc. Donc c'est vraiment une femme ultra inspirante. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le cas de cette femme, quand elle vient vous trouver pour ouvrir un restaurant, elle va demander quoi très concrètement et en quoi est-ce que vous pouvez l'aider pour qu'on perçoive bien finalement votre rôle ? On peut l'aider à plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes, bon, là je ne vais pas parler de la Flandre, mais en Wallonie-Bruxelles, il faut encore l'accès à la gestion. Souvent, les personnes issues de l'immigration n'ont pas de diplôme, en tout cas peut-être pas toujours une équivalence de diplôme qui permet d'avoir cet accès à la gestion. Et donc nous, on a une formation en gestion qui est gratuite. Tout notre accompagnement d'ailleurs est gratuit. Et donc ça, ceux qui n'ont pas la gestion peuvent avoir un soutien par ce biais. Sinon, on peut aussi avoir un accompagnement individuel pour l'aider au business plan et au plan financier. Alors il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'accompagnement, qui sont déjà prêts, qui sont déjà bien matures dans leur tête, ils peuvent avoir directement accès à un financement. Et donc, comme on le disait, on va de 500 à 25 000 en fonction du besoin, on s'adapte. Et après le financement, ils peuvent encore avoir accès à l'accompagnement, toujours gratuit, parce que le but c'est de les aider à sortir de la tête du guidon, parce qu'on dit toujours qu'un indépendant ça travaille seul, ce qui est totalement faux. Il faut bien s'entourer, avoir un réseau, et voilà, ce coach est là aussi pour avoir ce réseau et pour les aider, parce que souvent on voit qu'il y a beaucoup de faillites qui sont liées à un manque de gestion financière ou de gestion administrative, et donc il va plutôt aiguiller l'entrepreneur dans ces aspects-là. Et après, s'il y a un besoin plus spécifique, typiquement, on a dans nos coachs, dans nos experts, c'est des bénévoles qui ont une certaine expérience. Donc on a des banquiers, on a des experts comptables, on a des experts en marketing, on a des entrepreneurs eux-mêmes, et donc ils sont là pour voilà, répondre aux questions, aiguiller les entrepreneurs. Et pour revenir aussi sur les personnes issues de l'immigration ou voire les réfugiés, on fait aussi des sessions de formation où on les informe, parce que dans le parcours d'intégration, en fait, il y a un gap. Oui. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, enseigner comment devenir un bon citoyen belge, comment trouver un emploi, comment aller au CPS, etc. Mais rien sur l'entrepreneuriat. Et donc, nous, on est venu avec des modules. Donc, on fait régulièrement ça avec la Croix-Rouge, parfois avec FEDASIL. Ici, on est en train de monter un projet avec un groupe de réfugiés qui a été monté par les Nations Unies sur Bruxelles. Donc justement pour informer et pour disséminer cette information, pour dire vous étiez commerçant chez vous, mais vous pouvez aussi le faire en Belgique. C'est horrible ce que vous dites, parce que ça montre qu'on entretient d'office, même dans les démarches d'intégration, entre guillemets, l'idée que le réfugié vient là pour profiter des avantages sociaux du pays dans lequel il vient, alors qu'il vient avec un projet de vie, en réalité. Je peux vous en citer plein d'exemples qui disent, les gens, j'en ai même qui ont refusé d'aller au CPS, qui vivent vraiment, mais... comme avec rien, juste avec l'aide de la famille ou des choses comme ça, et qui lancent leur entreprise parce que eux, ils s'en foutent d'avoir le CPS ou le chômage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre avec leur famille et créer de la valeur et pouvoir créer de l'emploi. Mais c'est là la beauté, je pense, de la microfinance. Et oui. c'est, je pense, la raison pour laquelle on est dans ce domaine. À la fin, c'est redonner le respect et redonner la dignité de la personne, parce que c'est ça qui fait qui on est. Et ultimement, je pense que c'est ça qui compte. Et c'est ça qui est beau dans le projet microfinance, à mon avis. On retrouvera d'ailleurs notre ami Ouns après les informations de 11h, et on vous retrouvera aussi évidemment pour répondre à vos questions qui peuvent encore nous arriver par SMS au 6031, via la page Facebook également, ou par courriel à tendancepremière@rtbf.be. Fois midi, retour de Tendance Première maintenant, et du dossier dans quelques instants sur la microfinance, et puis après... Et retour de Fanny Carbonel, comme tous les 15 jours, qui reviendra pour un petit tour d'horizon des news dans le monde des crypto-monnaies. Tendance Première, Cédric Wautier, Véronique Tiberghien. Simon a réagi et voudrait savoir par SMS si les microcrédits sont également à disposition des étudiants, notamment pour les petites entreprises créées au niveau des études. Est-ce que c'est une possibilité, ça ? Oui, avec le statut d'étudiant entrepreneur, c'est tout à fait combinable. D'ailleurs, on travaille beaucoup par exemple avec Charleroi Entreprendre, qui a un incubateur étudiant, et donc voilà, ça s'est déjà fait. Ces étudiants ont quel genre de projet ? C'est une très bonne question. Oui, hein.
Généralement, ils ont des projets assez concrets. Alors, ça dépend à quelle phase ils sont. Donc, parce que souvent, ils sont au stade de l'idée ou de la phase de test. Et donc là, on ne sait pas intervenir parce qu'ils ne génèrent pas encore de revenus pour pouvoir rembourser le crédit. Par contre, une fois qu'ils sont à la phase commercialisation, typiquement, il y en a qui ont créé ça dans l'Horeca, des restos ou plus thématiques. J'ai un bar à boulettes en tête, par exemple. Après, je ne connais pas tous les projets des étudiants. On vous excuse, David Takins. Voilà, mais voilà, grosso modo, tant qu'il y a du concret, c'est possible. Et puis, si vous voulez, de toute façon, en savoir plus, vous allez sur le site de Microstart et vous aurez l'occasion d'aller voir des exemples, des témoignages, les résultats de l'étude également, puisque tout cela est disponible, et notamment des idées, pourquoi pas, aussi d'entrepreneurs qui témoignent du microcrédit qu'ils ont pu avoir. On avait aussi le témoignage, alors je ne retombe plus dessus, mais je pense que c'était Olsa qui disait que lui, il avait eu un microcrédit alors qu'il est un entrepreneur déjà bien installé, et il expliquait qu'il ne pensait pas pouvoir y avoir accès, et qu'il y avait eu accès parce qu'il devait changer des machines dans son entreprise, et que la banque ne lui faisait pas suffisamment confiance que pour pouvoir octroyer ce crédit. Et il soulignait en fait dans son mail que l'idée de faire plus confiance dans le cadre d'un microcrédit, c'est important, et que les banques sont souvent très méfiantes. Ça veut dire que vous prenez quand même plus de risques avec la microfinance, David ? Alors, sur le papier, si on prend la méthodologie de la bancaire, oui. Alors clairement, on prend plus de risques parce qu'on est 100% des personnes qui viennent chez nous ont été refusées par la banque. Après, effectivement, crédit, ça vient du mot confiance. Et donc, effectivement, on fait confiance. Et comme je l'expliquais au début de l'émission, on va regarder d'abord la personne. Donc, on va valoriser son parcours, qui elle est, l'adéquation avec le projet, son expérience avec d'autres crédits. Et on accepte aussi le droit à l'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont fait faillite dans le passé et qui se relancent, ou qui ont des difficultés à l'heure actuelle. Ou des personnes qui ont eu des soucis avec un crédit personnel, par exemple, un crédit hypothécaire qui se passe pas très bien à cause d'un accident de parcours. Typiquement, on perd un emploi, un divorce qui se passe pas très bien. Ouais. Voilà. Et on essaie de comprendre. Mais vous, alors, vous êtes financé par qui ? Parce que vous prêtez de l'argent qui devra être remboursé à un moment ou à un autre, mais qui vous donne ou qui vous prête finalement cet argent ? Alors, au niveau de comment on finance, nous, les entrepreneurs, nous-mêmes, on a des lignes de crédit à la banque. Donc, c'est-à-dire qu'on négocie des lignes de crédit tous les trimestres avec des banques belges. Et en fait, ce qui nous permet, nous, d'accéder au crédit, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes européens, donc c'est aussi là où rentre le réseau européen de microfinance en jeu, c'est-à-dire qu'il y a le Fonds européen d'investissement, qui est un outil financier de la Commission européenne qui permet en fait de garantir nos lignes de crédit et donc que la banque soit rassurée par rapport à Microstart et à d'autres institutions en Europe. Il y a des fonds aussi, non, qui travaillent avec vous ? Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que la microfinance n'est pas un outil financier rentable. Donc, on est un organisme social et donc il y a une partie de notre activité qui est subsidiée parce que tout l'accompagnement est gratuit. Qui dit gratuit pour les bénéficiaires ne veut pas dire que c'est gratuit. Totalement. Donc, il y a quelqu'un à un moment donné qui doit payer. Et donc, on a un soutien financier des différentes régions, donc qu'elles soient en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles, de différentes fondations. Et également, donc ça c'est pour la partie accompagnement et la partie financement aussi. Donc on est sur un montant moyen de 7 500 et généralement la banque elle considère qu'en dessous de 10 000 €, c'est pas rentable. Et donc on a aussi des actionnaires au niveau coopératif. Donc on a une coopérative et une ASBL. Et on a des actionnaires qui croient en le projet et pour leur programme de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, injectent de l'argent en capital dans la structure sans rémunération puisque c'est purement pour le projet social que représente Microstart. Et donc, dans ces fonds, on a par exemple on a BNP Paribas Fortis, on a AG Insurance, on a Partenaire Professionnel, on a l'ADI, donc, qui est notre équivalent en France, qui est un peu à l'initiative de la création de Microstart en Belgique, qui est venu avec une méthodologie. Donc, on s'est beaucoup inspiré de leur méthodologie il y a 10 ans. Et maintenant, on a adapté la méthodologie. On a un parcours différent de l'ADI maintenant, évidemment. Et donc voilà comment on fonctionne. Mais je voudrais rajouter quand même aussi important que dans beaucoup de pays,
les résultats des petites structures de microcrédit sont meilleurs que les résultats des banques pour le même genre de... Enfin, ils ont refusé ces clients. Et en réalité, tout le travail d'accompagnement que mentionne David, c'est la clé, quoi. C'est la connaissance des personnes à fond. Et développer une bonne relation, une relation égalitaire entre eux, une relation de connaissance professionnelle qui fait qu'en réalité, vous diminuez le risque de crédit énormément comme ça. Donc, on se rend compte que l'ironie de tout ça, c'est qu'à la fin, on a souvent de meilleurs résultats que le secteur formel, soi-disant. Pourquoi le secteur formel refuse la plupart du temps ? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce moment, cette rencontre avec le banquier et l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, cette discussion comme vous pouvez avoir ? Il y a deux raisons, enfin je pense, et là je parle plus généralement, pas juste en Belgique, mais il y a une raison qui est le manque de garantie du client, qui offre des choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas un ratio considéré comme acceptable pour la banque. Ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans les cases. Donc ça, je pense que c'est une grosse raison. La deuxième raison, ça peut être que les crédits demandés sont trop petits. Donc encore une fois, ça ne rentre pas dans les cases parce que ça fait trop de travail. Les coûts de transaction leur paraissent trop importants par rapport au volume et à la marge qu'ils vont se faire. Mais ce qui est très étonnant, c'est que moi, si je veux acheter une voiture, je peux avoir des petits crédits. Si je veux lancer une entreprise et donc créer peut-être un jour de l'emploi, je ne peux pas avoir de crédit. Potentiellement, ça dépend au cas par cas. Ça dépend du secteur. Ça, c'est vrai. Ça peut être. Tout à l'heure, on parlait de certains secteurs. Il y a des secteurs qui sont, comme je disais, tabous à la banque, parce que c'est-à-dire qu'on a un starter qui a vraiment pas beaucoup de garanties dans l'ORECA, dans le bâtiment, dans le transport. Mais voilà, ils vont directement dire non. Même si tout le reste va bien, ça peut être plus compliqué. Après, il y a aussi le cadre réglementaire qui les oblige à refuser certaines personnes. Donc, typiquement, il y a des ratios de apport propre, crédits qui doivent être respectés. Il y a aussi le fait que si on est fiché à la Banque nationale, on ne peut pas avoir un crédit quel qu'il soit professionnel ou personnel. L'âge, voilà. Après, comme vous disiez, il y a des cases. Donc, ils ont plus de 150 cases. Il y a des banques, voilà, ils ont 150 critères. Ça vous donne une couleur à la fin. Si vous êtes vert, tout va bien. Si vous êtes orange, ça commence à être compliqué. Vu qu'on est sur des petits montants, là, ils vont dire, bon, on ne va pas se casser la tête. Allez voir Microstart. Et après, si vous êtes rouge ou noir, là, c'est directement non. Ils vous les envoient maintenant. Alors, on essaye d'avoir des partenariats avec des banques. Oui, c'est pas plus mal. Parce que voilà, notre discours, c'est de dire, mais on n'est pas concurrents, puisqu'on fait tout ce que vous ne voulez pas faire. Et de deux, plutôt que de dire non aux personnes qui viennent chez vous, donnez-leur une solution. Tiens, j'ai une solution pour vous. Et après, de toute façon, ils peuvent avoir d'autres services bancaires, un compte en banque, des assurances, etc. Et comme vous l'avez peut-être vu dans l'étude, le but de Microstart, de la microfinance en général, c'est de bancariser ces personnes-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 le nombre de personnes qui ont accès au crédit bancaire, aussi grâce au microcrédit. Et vous avez fait un autre calcul très intéressant, c'est le retour pour la collectivité, finalement, des entrepreneurs que vous financez avec un microcrédit. C'est que pour 1 euro que vous avez investi sur leur projet, il y a un retour, alors certes moindre aujourd'hui à cause de la crise, par contre là il y a eu un impact, mais un retour de 2,50 € et quelques pour la collectivité par l'intermédiaire de paiement d'impôts, de prêts, etc. Donc il y a quand même un retour intéressant. Tout à fait. Donc en fait, comme je l'ai expliqué, on ne génère pas de profit, donc on ne peut pas faire un retour sur investissement comme pourrait faire une entreprise traditionnelle. Et donc KPMG calcule ce qu'on appelle un retour social sur investissement. Et donc c'est pas 1 euro investi dans l'entrepreneur, c'est 1 euro investi dans Microstart. D'accord. Permet à la collectivité d'en récupérer 2,53. Alors, effectivement, on est moins bon qu'il y a 3 ans. Par contre, on a exactement le même retour social que l'ADI en France, qui a plus de 30 ans et qui fait 6 fois notre taille. Donc, c'est très encourageant. Ouais. Et donc, effectivement, comment on calcule ce ratio ? C'est simplement, on a des personnes qui avaient des allocations sociales, pour une partie, qui n'en touchent plus, puisqu'ils sont devenus indépendants. Ils commencent à payer des cotisations sociales, la TVA, les impôts, etc. Et ils embauchent eux-mêmes. Et donc, ils créent de l'emploi. Et donc, au final, pour la collectivité, donc pour la société, c'est bénéfique. On voit que la microfinance a de l'avenir, du potentiel. Est-ce qu'au niveau européen, on a compris ça ? Ou est-ce que vous devez faire beaucoup de lobbying encore pour faire avancer les choses, faire avancer les mentalités, que ce soit au niveau politique, au niveau économique et de la même façon ? Au niveau européen, ça se passe comment, Caroline ? Non, je dirais, vraiment l'impression que j'en ai, c'est que c'est très positif. Je pense qu'il y a beaucoup... c'est bien compris que c'est pas suffisant comme outil, mais je crois qu'on a quand même beaucoup de support
de l'Union européenne et très apprécié, vraiment très dynamique, je dirais. Maintenant, on est en train d'essayer, je pense que ce qui est important aussi pour l'Union européenne récemment, c'est tout ce qui est justement les entreprises sociales. Il y a eu un plan d'action de l'Union européenne et donc nous, on essaie vraiment de voir comment on va pouvoir travailler plus ensemble parce que ça va faire que justement dynamiser le secteur. Donc, mais en général, il y a quand même une bonne écoute, une bonne approche. Ce que je dirais quand même, c'est que là où c'est pas toujours simple, c'est au niveau des États membres. Donc plutôt au niveau national, il y a énormément de différences. Il y a vraiment des pays où ils ont des lois spécifiques très, très encourageantes, et puis il y a des pays où on doit vraiment faire comme chez nous, du plaidoyer. Oui, donc ça c'est vraiment là où... Mais au niveau de l'Europe, c'est très positif. Je dirais que oui, c'est au niveau de chaque pays qu'on essaie aussi de supporter et d'aider nos membres. Merci beaucoup Caroline Tsilikounas. Je rappelle que vous êtes General Manager du réseau européen de la microfinance. David Taquin, Chief Development chez Microstart. Rendez-vous à la prochaine étude. Hein. J'espère plus tôt. Ça dépend de vous. Mais en tout cas, on va suivre ces dossiers de microfinance.